Greetings, ladies and gentlemen. You're welcome to this midday bilingual newscast with me, Njix Nabise and Yungale Ebokea. Good day. Bon après-midi, Njix Nabise. Bon après-midi à vous également, mesdames et messieurs. Ouvrons cette partie en langue française du côté du Cameroun. Annoncé au Cameroun justement et au Bénin la semaine prochaine pour son premier déplacement en terre africaine. Après sa réélection, le président français Emmanuel Macron, de sources diplomatiques, doit évoquer avec les autorités camerounaises des questions politiques et sécuritaires liées à la crise anglophone. En tout cas, c'est ce que nous dit Assam Zili dans ce reportage. Le Cameroun et le Bénin sont, selon le service de presse et de veille de l'Élysée, les deux destinations choisies par Emmanuel Macron pour son déplacement en Afrique depuis sa réélection en avril dernier. Ce déplacement qui va s'étendre du 25 au 28 juillet a pour première escale Yaoundé. Si de sources diplomatiques, Paul Biya et Emmanuel Macron doivent échanger sur des questions politiques et des enjeux sécuritaires dont la crise anglophone et la menace de Boko Haram dans le nord du Cameroun, il est clair pour certains observateurs camerounais que le dossier russe relatif à la signature d'un accord de coopération militaire entre le Kremlin et Yaoundé dans un contexte d'offensive militaire russe en Ukraine sera au menu des échanges. La Russie sera au menu, ça il ne faut pas se le cacher, que ce soit officiellement déclaré ou non, la Russie sera au menu. Vous savez, la Russie donne des sueurs froides à la France. Parce que la Russie aborde la coopération sous un prisme beaucoup plus humaniste et beaucoup plus profitable vis-à-vis des États africains. La preuve, c'est que partout la Russie a mis les pieds pour des questions sécuritaires. Ces pays-là commencent à respirer. On peut prendre le cas de la République centrafricaine, où de plus en plus on n'entend pas beaucoup parler des coups de feu. On prend le cas du Mali, où malgré le départ, ou alors la mise à la porte des forces françaises de Balkan et Takuba, et même bientôt de la MINUSMA, on n'entend pas des massacres de soldats, des soldats maliens en opération face aux djihadistes. Autre sujet non évoqué, mais qui préoccuperait au plus haut point l'Élysée, la question de l'alternance à la tête de l'État camerounais. Naturellement, la question de l'alternance la préoccupe Paris, parce que Paris, vous savez, la France a la propension à s'ingérer directement à la gestion des affaires de ses anciennes colonies pour se maintenir dans une démarche paternaliste et hégémoniste. Donc là, certainement la question sera abordée. Nous sommes d'accord, vous conviendrez avec moi qu'il y a des audiences qui seront accordées aux leaders de l'opposition camerounaise. Aux leaders de l'opposition camerounaise, certainement ces audiences seront, Paris prendra le pouls sur les possibilités d'alternance ou alors sur le choix de ces hommes de demain. Vieilles de plus de 100 ans, les relations entre la France et le Cameroun se sont détériorées avec le temps. Au-delà des enjeux officiels qui entourent ce déplacement au Cameroun de Macron, pour l'opinion publique camerounaise, des sujets préoccupants auraient donné une portée plus symbolique à cette visite, à savoir l'épineuse question du franc CFA et des accords de coopération datant du temps de De Gaulle et qui constituent un frein à la souveraineté et au développement des pays africains. Parlant toujours de cette visite officielle, cette actualité fait donc couler beaucoup d'encre et de salive et amène à s'interroger sur les raisons de la visite du président français Emmanuel Macron au moment où une nouvelle carte géographique et justement géopolitique semble se dessiner sur le ciel du monde. Est-ce dans la reconquête du précaré français? Élément de réponse dans ce reportage de Moto Mboli. Tout comme l'avait fait son prédécesseur François Hollande, Emmanuel Macron attendra son deuxième mandat pour visiter le Cameroun et perpétuer une vieille tradition qui consolide les relations diplomatiques entre le Cameroun et la France. Une visite qui intervient au moment où une nouvelle carte géopolitique et géostratégique se dessine sur le ciel du monde. L'élément déclencheur ayant été la crise russo-ukrainienne. Depuis lors, l'on assiste à un virage à 180 degrés de certains pays africains qui laissent subodorer une volonté à se tourner vers de nouveaux partenaires. La Russie semble le plus sollicitée. Le cas de la République centrafricaine où le Sango Coin a été adopté comme monnaie officielle
Et le Mali, où l'ambassadeur de France a été chassé, voire la suspension de RFI et France 24 de retransmission de leur programme dans ce pays, démontre à suffire la traduction d'un nouvel ordre mondial. Il est donc clair qu'un sentiment anti-français agite le boisseau africain. Voilà qui pourrait expliquer pourquoi le président français Emmanuel Macron s'active à arriver au Cameroun. Si pour l'heure, le palais de Toudi n'a pas communiqué officiellement sur ce déplacement du locataire de l'Élysée sur le sol camerounais, des sources au sein du sérail du pays vert ou jaune indiquent que Paul Biya et Emmanuel Macron échangeront sur les questions politiques et les enjeux sécuritaires dans la crise sociopolitique qui sévit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la menace Boko Haram dans le nord du Cameroun. À ce programme pourrait aussi s'ajouter l'idée que se font certains observateurs avertis et qui pensent que Emmanuel Macron vient au Cameroun pour demander à Paul Biya d'ouvrir le jeu politique et de se rassurer de l'après-Biya et qui plus est de reconquérir son précaré. Au risque de se prévaloir la capacité de lire dans un mar de café, il serait mieux d'attendre le communiqué officiel de la présidence de la République du Cameroun, à l'aune des raisons de cette visite d'Emmanuel Macron en terre camerounaise. Restons au Cameroun pour parler du budget de l'État de l'exercice 2023 qui est en préparation. Le séminaire de lancement sera co-présidé le 19 juillet 2022 du côté de Yaoundé par les ministres des Finances Louis-Paul Motazé et de l'économie Alamine Ousmane Meya. La rencontre de 2 jours vise à préparer les acteurs concernés aux défis d'innovation et mesures qui vont marquer la préparation du budget de l'État. Il sera également question de doter les responsables techniques des instruments nécessaires à l'aboutissement de leur travail dans le souci d'assurer une meilleure efficacité de la location des ressources et une plus grande rationalisation des choix budgétaires. Et puis au Tchad, lors d'une conférence de presse tenue justement le lundi 18 juillet à Doha, les mouvements politico-militaires tchadiens participant au pourparlers de paix ont annoncé la suspension de leur participation, dénonçant les conditions du déroulement de ces pourparlers. Ils dénoncent donc les manœuvres de déstabilisation et aussi un agenda préétabli par le pouvoir tchadien. Cela alors que le gouvernement a annoncé un nouveau dialogue de paix le 20 août pour ouvrir la voie à des élections. Allons à présent du côté du Mali. Face aux problématiques de gouvernance dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali a donc décidé à travers son imam Mahmoud Dicko de passer un message d'unité et de rassemblement afin de soutenir le gouvernement dans son élan de développement et de restructuration. Koumabité, reportage. Après l'hommage rendu aux disparus du mois de juillet 2020 suite aux manifestations contre la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta, l'imam Mahmoud Dicko a délivré un message qui relate les différentes phases de la transition dans le pays. C'est la phase décisive pour moi. Il reste maintenant la phase du redressement. Et le redressement, Dicko à lui seul ne peut pas. Hachimi à lui seul ne peut pas. Choguel lui seul ne peut pas. Personne à lui seul ne peut redresser cette situation. Nous avons le devoir aujourd'hui et l'obligation de nous mettre ensemble pour redresser cette situation. Face à la problématique de gouvernance au Mali, Mahmoud Dicko a invité les autorités du gouvernement à prendre l'exemple des pays voisins pour sortir des crises politiques et refonder le Mali. Quant aux populations, l'heure est venue de faire corps avec les autorités pour la gestion de la récente tension économique imposée par la CEDEAO et l'UEMOA. Alors, qu'est-ce qui nous empêche, nous, puisqu'il y a des petites considérations, on ne veut jamais sortir de ça. Pourquoi? Une idée plutôt louable par certains leaders politiques. Je pense que c'est les autorités qui savent les tenants et les aboutissants de cette affaire. Les aspects connus du grand public et les aspects inconnus du grand public. Donc il est important de faire confiance aux autorités pour gérer cette situation. Au-delà de cette crise que nous connaissons, nous sommes appelés à vivre ensemble. Donc il est important que nous sachions poser en fait les actes
et que nous sachions faire pour que l'avenir ne soit pas compromis. Du côté du Sri Lanka, en proie à une crise politico-économique depuis 2019 en raison des attaques djihadistes et la pandémie à coronavirus. Ce pays traverse sa plus grande crise jamais connue depuis 1948. Une situation qui s'est donc avancée avec l'élection du président Gotabaya Rajapaksa à la tête du pays, qui s'est voulu obligé de démissionner au regard des mauvais résultats en laissant le pays dans le chaos. Noira pour le reportage. Avec une population estimée à 22 millions d'habitants, le Sri Lanka traverse la période la plus difficile de son histoire depuis 1948. À l'origine, les attaques djihadistes qu'a connues le pays en 2019, mettant en mal le tourisme et la pandémie à Covid-19. Une situation qui s'est avancée avec l'arrivée à la tête du pays de Gotabaya Rajapaksa en 2019. Le chef de l'État avait dès lors réduit le coût des impôts qui ont vidé les caisses du Trésor. Malgré l'aide apportée par l'Inde et d'autres pays en avril dernier, le Sri Lanka n'a pas pu faire face aux défis, occasion d'un enlisement de la crise alimentaire, politique et économique, avec une inflation galopante à 50%. Au regard de tout ceci, les populations n'ont pas pu se retenir en concrétisant leurs manifestations depuis mai dernier, lesquelles manifs ont obligé Gotabaya Rajapaksa à s'enfuir du pays et à déposer sa démission reçue le 15 juillet 2022 par le Parlement. Considérant la période Rajapaksa comme tournée, c'est le Premier ministre Ranil Wickremesinghe qui a pris l'intérim selon la Constitution. Toutefois, ce dernier a prolongé l'état d'urgence le lundi 18 juillet 2022 à l'approche d'un vote parlementaire désignant un nouveau chef d'État remplaçant de Gotabaya Rajapaksa. Un vote dont le rendez-vous a été fixé au mercredi 20 juin 2022. Et déjà, 3 candidats ont été désignés par le Parlement à participer à l'élection présidentielle. Cependant, le principal dirigeant de l'opposition sri-lankaise a annoncé mardi 19 juillet qu'il ne participerait pas à l'élection présidentielle du 20 juillet 2022. Sajid Premadasa s'est retiré en faveur d'un candidat du parti au pouvoir, Doulas Alaha Piruma. C'est sur ce reportage de Noira que nous clôturons cette partie en langue française. La suite, c'est avec Jix Nabissi pour la version anglaise. Thank you, Ngale Bokea, for the introduction. Of course, ladies and gentlemen, you're welcome back. This is the second part of this bilingual newscast as we kick off with Ethiopia, where rebels in Ethiopia's Tigray region have decided to step up a team to discuss peace with the Ethiopian government, as the spokesperson announced on Monday. This comes almost a month after the federal authorities named a team of 7 members for possible dialogue. During the first meeting on July 14, the Ethiopian government had accused the rebels of taking no steps towards peace. So far, no date, no place or piece of framework have been set for the upcoming negotiations, just to recall that the talks were first mentioned by Prime Minister Abiy Ahmed in June. We now take you to Egypt, where the 12th Petersburg Climate Change Conference started on Monday in Berlin, Germany, with the German Foreign Minister Alilana Baerbock highlighting the importance of staying focused on climate-related issues. Baerbock, while speaking to the media, she did call on the global resolve to tackle climate change problems. This comes after global issues including the conflict in Ukraine and the recovery from COVID-19 pandemic has drawn attention away from climate-related issues. Ladies and gentlemen, we now talk Chad, where some 20 rebel groups in Chad have rejected the announced date for peace talks of August 20, 2020. According to the group leaders, it takes 2 either to create or stop a war. Take a one now with the following details. The journey to a peace talk in Chad seems far from coming to reality between the transitional government and the rebel groups. The biggest blow as at now is the suspension of some 20 rebel groups from taking part at the second peace talks after a failed attempt in March 2022. According to the rebel group leaders, that decision is as a result of military government decision setting the date of the dialogue for August 20 without consulting them. Thus, they see it as harassment, intimidation, threat, and disinformation, as well as effort to destabilize peace effort in the country. However, the military transitional head, Mohamed Idris Deby, who succeeded his father since April 2021, who was killed while visiting troops fighting an armed uprising in the north, initially promised to stay in office for 18-month transition to democratic rule, but yet has shown very little sign of organizing elections as the deadline nears. Deby,
did organize a national dialogue, which was his first step towards a planned election, which had in attendance rebel groups. Conditions were laid by the rebel groups for pre-dialogue to hold, which has been dragging on in Doha, Qatar. 4 months down the line, we are told no comprehensive document has been produced of a telling sign of any meaningful national dialogue between both parties. According to one of those advocating for a meaningful dialogue is Adum Yakub, who is of the opinion that it takes two to negotiate both to make peace and war. Pressure has started to grow from opposition groups within Chad, an ally of France and other Western countries in the fight against armed groups in Africa's Sahel region, and bilateral partners to advance the transition process. It is therefore imperative for all disgruntled fractions in Chad to all put their heads in a single thinking cap and carve out a well-structured plan which could change the developmental strides of the country for the sake of posterity. We now leave Chad to talk West Africa with Burkina Faso, where repeated terrorist attacks in the West African nation are struggling to fade. On the night of July 15 to July 16, 2022, terrorists destroyed 2 bridges using explosives, thus isolating the town of Dori in the country. Fotso has the details of that story. Between armed attacks and the explosion of mines, Burkina Faso is not yet out of the inn. On the night of Friday, July 15 to Saturday, July 16, 2022, the brides of the cities of Woussé and Nare were denominated by a squad of armed men who cut the road link between the city of Kaya, located in the center north of Dori in the Sahel. Armed terrorist groups again denominated the Nare bride on the New One Road on July 15. It was that of Woussé. This time, the town of Dori is completely cut off, indicated the Sahel security. The destruction of these bridges made it impossible to rally the capital to Dori, a cut off the road axis which is similar to a change of strategy on the part of the terrorists. Indeed, the destruction of these various points is not without consequence for Burkina Faso. It aims above all to isolate the regions of the Sahel and to make economic exchange between Burkina Faso and the countries of the Gulf of Guinea impossible. As a reminder, on the night of June 29 to 30, part of the Nare Bridge had already been targeted, making traffic impossible. We leave Burkina Faso to now take you to the northern part of the African continent with Sudan, where pro-democracy protesters demonstrating against General Abdel Fattah al-Burhan, who is the co-leader there in Sudan, have been dispersed by the police with tear gas. Details in the following report. In Sudan, hundreds of pro-democracy protesters demonstrating against co-leader General Abdel Fattah al-Burhan were over the weekend dispersed by police that fired tear gas in the capital, Khartoum. Reports say security forces had erected roadblocks on bridges crossing the Nile River, linking Khartoum into its suburbs, to prevent protesters who had vowed to take to the streets in large numbers from crossing over. Since October 25th last year, demonstrators have been opposing General Burhan's power grab and are also highlighting heavy fighting in Sudan's southern Blue Nile state, about 450 kilometers south of the capital. Pro-democracy protesters have accused the military in power and the ex-rebel leaders who signed the 2020 peace deal of exacerbating ethnic tensions there for personal gain. Sudan's latest coup derailed a transition to civilian rule, sparking near-weekly protests and a crackdown by security forces that have left at least 114 killed, according to pro-democracy medics in the North African country. Let's recall that Prime Minister Abdallah Hamdok had resigned due to heightened protests from the Sudanese people who saw him as a messiah. Nonetheless, 9 people were killed on June 30. The medics said where 10 of thousands had gathered, and the deaths reawakened the movement.
We now talk Cameroon, where French President Emmanuel Macron is expected on July 25th, and his visit will run to July 26, 2022. Of course, we want to recall that his visit comes at a time when French President Emmanuel Macron did announce that his country was going to arrange or restructure military strategy in Africa. Top on the agenda is the Anglophone crisis. Details in the following report with you, Fotso. President Emmanuel Macron is announced in Cameroon for a very diplomatic visit in the days ahead. It is no longer a secret that France is gradually losing grip of the African continent, and thus the Macron government is battling to save itself. Taking into account the visit of the Minister of Foreign Affairs, Le Drian, France accompanied Cameroon in the process of the major dialogue and participated in the realization of some structuring projects, such as the Nachtigal Dam and many others. Recently, relations between Paris and Yaoundé have deteriorated, and according to the tenant of the Élysée Palace, wish borders uncontained for the sovereignty of Cameroon. In addition, President Paul Biya's clear desire to diversify partnerships, in particular the Kribi Mining Convention and trade with China, the military convention with Russia, have contributed to further blacken the atmosphere with the former colony, a situation that has drastically reduced these market shares by 30% in 30 years. This is noticeable with regard to foreign direct investment from 2000 to 2014, where out of nearly 2,750 billion China alone hold 1,850 billion, that is 67%, the rest held by France, the USA, and Nigeria. In addition, according to the National Institute of Statistics, in 2018, Cameroon's main supplier is China with 18.5% of deliveries and 23.8% of purchase. In view of the various prowess of China on the front of France, it is therefore more than urgent for Emmanuel Macron, just like François Hollande at the time, to rally Yaoundé to serve the interests of his country in the African continent. Ladies and gentlemen, that report on Cameroon puts a stop to the second part of the bilingual newscast with Minjix Nabise. Over to you, Ngala Ebokea. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles à For You Télévision. Surtout, n'oubliez pas l'information, la bonne, c'est ici et nulle part ailleurs. Bon après-midi.